Intégral Placement, Cédric Decoeur sur BFM Business. Frédéric Durand-Bazin avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Rédacteur en chef du magazine Le Particulier. Donc, on parle des vieux contrats d'assurance vie. De quoi s'agit-il donc ? En fait, il s'agit des contrats qui ont été souscrits il y a plusieurs années et qui sont aujourd'hui fermés à la commercialisation. Et on se rend compte au fur et à mesure des années que ces contrats sont plutôt assez maltraités. En fait, c'est plutôt les assureurs qui maltraitent plutôt leurs anciens clients en leur donnant des taux de rendement plutôt inférieurs à ce qu'ils accordent à leurs nouveaux clients. Vous voulez dire qu'en clair, la fidélité n'est pas le fort des assureurs ? J'ai un peu envie de dire qu'effectivement non. Et en plus, les mauvaises habitudes ont plutôt la vie dure. Parce que ça fait quand même maintenant la 3e année que nous faisons cette enquête, que nous dénonçons ce type de pratique. On s'est rendu compte que certains de nos confrères emboîtent désormais le pas et se rendent compte en fait de la partie légèrement scandaleuse en fait de cette opération. En fait, le principe il est le suivant, c'est-à-dire que les assureurs, et notamment parmi les plus importants, continuent donc à maltraiter leurs anciens clients. En leur accordant des taux de rendement sur le fonds en euros sensiblement inférieurs, d'abord à la moyenne des contrats, et surtout aux taux qu'ils accordent aux contrats qui sont encore aujourd'hui en cours de commercialisation. Par exemple, l'an dernier, en moyenne, sur 2012, les taux de rendement étaient de 2,9% sur l'assurance vie. Les meilleurs fonds ont servi plus de 3,5%, alors que les anciens clients ont dû souvent se contenter de 2% avant les prélèvements sociaux de 15,5%. Donc on voit bien qu'une fois la fiscalité enlevée, on n'est même plus au niveau du livret A. Ce qui nous paraît absolument scandaleux, c'est que ces souscripteurs, ces épargnants, en fait, ils ont été fidèles à leur assureur. Et quelle est leur récompense ? On les massacre. Bon, et les assurés, ils font quoi là-dedans ? Ils râlent ? Ils trouvent ça normal ? Ils prennent... Mais non, bien sûr qu'ils trouvent ça totalement anormal. On a reçu à peu près 300 courriers de lecteurs qui se sont vraiment plaints auprès de nous des pratiques des assureurs. Alors, on a relevé quelques verbatims comme ça, parce que je trouve que c'est quand même assez symptomatique de l'état d'esprit aujourd'hui dans lequel se trouvent ces assurés. Par exemple, il y en a un qui nous dit que les taux que l'on rend service sont misérables. D'autres qui expliquent, constatent qu'il y a une dégringolade injustifiée des performances. Et puis alors, quand il s'agit en fait de prendre une solution et de se dire puisque c'est ça, je m'en vais. En fait, ils se rendent compte que les réponses des assureurs sont plutôt de l'ordre à mettre de l'huile sur le feu. Par exemple, on a une lectrice qui nous a dit: on m'a fait comprendre que je pouvais partir si j'étais pas contente. Donc elle me l'écrit noir sur blanc. Un autre, mon conseiller m'a dit que mon contrat était périmé, etc., etc. Donc c'est vraiment une pratique qui est à court et qui est vraiment absolument pas protectrice. Malgré tout, est-ce que ces pratiques, si déplorables qu'elles soient peut-être, sont justifiées ou justifiables de la part des assureurs ? Alors, évidemment qu'ils se justifient, mais alors là aussi, les réponses qu'on reçoit des assureurs est quand même assez croquignolesque. Alors, pourquoi on trouve d'abord le procédé absolument scandaleux ? Parce que, tout simplement, tous ces contrats d'assurance vie, anciens, nouveaux et futurs, sont la plupart du temps adossés sur le même fonds. Donc, en fait, il y a une seule enveloppe de gestion. Et après, l'assureur, il va s'amuser à répartir les rendements en fonction de ses politiques commerciales. Alors que la logique voudrait que chaque assuré bénéficie des mêmes rendements. Alors, comment est-ce qu'ils font ? Alors, ils n'ont aucune obligation aujourd'hui de procurer le même rendement à l'ensemble de leurs souscripteurs. La seule obligation qu'ils ont, c'est de restituer 85% du montant des rendements à leurs clients. Mais rien ne dit qu'ils le fassent de manière équivalente. Donc, par exemple, il suffit qu'ils jouent sur les frais de gestion. Ils prennent le maximum de frais de gestion sur les anciens contrats, ils les minorent sur les nouveaux. Comme ça, facialement, il y a un rendement qui est plus important. Ou alors, ils distribuent de manière différente. Et ce qui fait que, par exemple, on a relevé quand même 3 contrats. Alors, on va se permettre un peu de dénoncer parce que c'est vrai que ça nous met un peu en colère. Chez CNP Assurance, quand même, qui est un des plus gros assureurs, et c'est là le champion quand même de ce type de pratique, sur son contrat Trésor Vie 2B, donc est un contrat qui est fermé à la souscription depuis de nombreuses années, il a rapporté 2,15 l'an dernier, alors que le contrat aujourd'hui ouvert à la souscription, qui s'appelle Trésor Performance, a rapporté 3,10. Donc il y a quasiment un point de rendement de différence. C'est la même chose chez la Société Générale.
Top Croissance 2, Top Croissance 6, qui sont aujourd'hui fermés à la souscription, ont rapporté que 2,20, alors que Sequoia, contrat qui est aujourd'hui commercialisé, a rapporté 2,90. Et enfin, chez MAF, qui est pourtant a priori une mutuelle, donc on pourrait penser qu'il y a un traitement un peu plus attentif des clients. Eh ben non, Dinalto, Winalto, qui sont aujourd'hui fermés, ont rapporté 2,31, alors que Winalto a rapporté 3,20. Donc là, il y a 90 centimes de différence. Oui, vous m'avez toujours pas dit comment les assureurs justifiaient tout ça. En fait, les arguments, ils sont assez mesquins. Les premiers, certains d'entre eux expliquent que, écoutez, c'est normal, pendant des années, ces épargnants ont bénéficié des bons rendements qui leur ont été distribués, donc il est logique qu'aujourd'hui, on s'intéresse plutôt aux nouveaux clients. Donc là, c'est quand même assez affligeant. Donc on leur explique grosso modo que c'est bon, vous avez mangé votre pain blanc pendant 5 ans, 8 ans, autour des autres. Bon, c'est pas la philosophie de l'assurance vie. D'autres, comme la MAF, ils expliquent qu'en fait, il s'agit de fonds en euros de petite taille, donc ils font l'objet d'une gestion particulière. Mais en fait, ils ne nous expliquent pas pourquoi ce fonds, ils ne l'ont pas fusionné avec le fonds général, pour justement pouvoir procurer un rendement identique pour tout le monde. Et puis, alors, il y en a d'autres, comme le conservateur ou Groupama, alors eux, ils sont plus francs, mais ceci dit, ça n'est pas moins justifiable. Ils expliquent qu'aujourd'hui, ils favorisent très clairement les fonds en euros des contrats multisupports plutôt que ceux des anciens monosupports. Donc, toutes ces pratiques sont quand même totalement affligeantes et pour les assurés, c'est absolument pas réconfortant. Pour affligeante qu'elle soit, est-ce que tout ça reste légal? Enfin, je veux dire, on ne peut rien faire, hélas. C'est bien le problème, c'est qu'effectivement, ces pratiques sont illégales. Donc la loi a prévu l'amendement Fourgos qui permet de changer normalement. Alors, on va y venir. Effectivement, il y a la possibilité aujourd'hui de changer de contrat si on n'est pas content. Mais la première question qu'on peut se poser, c'est oui, mais est-ce que la pratique des assureurs est bien légale? Ouais. En fait, oui, elle l'est. Comme je vous le disais tout à l'heure, la seule obligation qu'ils ont, c'est de restituer 85% des rendements aux assurés. Mais après, ils font vraiment comme ils veulent. Donc, le seul moyen, quand on n'est pas content de son contrat, c'est de partir. Mais quand on veut partir, le problème, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de conséquences fiscales. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, on va y revenir. Et puis, la deuxième chose, c'est surtout se dire, mais je vais aller chez qui ? Parce que finalement, si tout le monde pratique de la même manière, qui me dit que le contrat qu'on a proposé... un bon taux, mais dans 5 ans, je serai dans quel état? Revenu au point de départ. Est-ce que tous les assureurs sont à mettre dans le même sac? Eh bien non, justement, heureusement, on se rend compte qu'il y a quand même certains assureurs qui sont un peu plus prévenants vis-à-vis de leurs clients. C'est le cas notamment des associations d'épargnants, la FER, la JP, pour ne citer qu'elle, dans les mutuelles, la Massif, la MACSF, la MIF, tout ça, ce sont des sociétés d'assurance qui procurent aujourd'hui à l'ensemble de leurs clients les mêmes rendements, quelle que soit la génération d'assurés. Et donc, ça, c'est plutôt réconfortant. Que le client soit présent depuis 15 ans, 5 ans, ou que ça soit la première année qu'il soit là, ils auront tous le même taux. Donc, c'est plutôt... Là, on est il y en a qui savent faire, quoi. Oui, il y en a qui savent faire, ou qui ont envie de faire. Ouais. Parce que tout le monde sait faire. C'est une question d'envie. Bon. Donc on passe à la méthode maintenant qu'on a fait bien largement le constat de ce qui se passait. Si aujourd'hui, tout à chacun découvre qu'effectivement son taux a considérablement baissé et que effectivement on est sur les cas que vous avez présentés, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec un vieux contrat maltraité ? Alors, il y a plusieurs solutions. Donc, la première, c'est se dire, bon, j'ai un contrat monosupport, parce que je l'ai souscrit il y a 10 ans. Monosupport, on le rappelle, c'est un contrat qui ne bénéficie que d'un seul fonds, le fonds en euros. Peut-être que c'est l'occasion de partir sur des contrats multisupports chez les mêmes assureurs. En général, les fonds en euros de ces contrats-là sont plutôt mieux dotés. Et il existe une passerelle qui s'appelle l'amendement Fourgos, qui permet de transformer son monosupport en multisupport. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut accepter de placer au moins 20% de son épargne sur des unités de compte qui ne bénéficient d'aucune garantie sur le capital. Si on avait 100 euros qui rapportaient peu et qu'on arrive à en avoir 80 plus 20% risqués qui rapportent plus, c'est quand même... Alors après, effectivement, c'est une question de timing. C'est-à-dire que combien de temps vous voulez encore rester sur votre contrat ?
Si vous voulez sortir d'ici 2-3 ans, c'est peut-être pas forcément le bon calcul parce que vous êtes toujours soumis à ce risque de perte sur les 20%. Si vous êtes là pour au moins 8 ans, sachez qu'il n'y a strictement pour le coup aucun risque parce que la revalorisation des fonds en euros de toute façon compensera une éventuelle baisse sur les unités de compte. Donc il faut avoir plus de... Il faut avoir, allez, on va dire au moins 5 ans pour ne prendre aucun risque. Mais ceci dit, si vous avez confiance dans les marchés boursiers, si vous estimez qu'effectivement le CAC qui aujourd'hui a plutôt tendance à remonter continuera sur ce trend, peut-être que vous pouvez y aller même si vous avez un horizon de quelques mois ou de quelques années. Hein. À part cette question de rentabilité, quand on applique cet amendement Fourgos, on ne perd pas d'antériorité fiscale. C'est l'avantage. Et on n'est pas reparti pour 8 ans. Enfin... C'est exactement l'avantage. Et c'est la grande différence avec le fait de vouloir changer d'assureur, donc sanctionner en fait son assureur et partir chez quelqu'un qui est un peu plus responsable. Mais on ne peut pas tout simplement transférer son contrat d'assurance vie de l'un à l'autre ? Non. Hélas, c'est aujourd'hui une possibilité qui n'est pas ouverte. Alors, heureusement, et là j'ai peur que ça n'aboutisse pas, mais certains députés ont proposé déposé une proposition de loi qui autorise le transfert des contrats d'assurance vie. Donc ça, c'est une proposition qui est menée par Alain Suguenot, qui est le député maire de Beaune, et qui se base sur les modèles existants déjà sur d'autres produits. Donc il y a l'ancien plan d'épargne populaire, le PEP, il y a le PERP, aujourd'hui le plan d'épargne retraite populaire, c'est deux types, et le PEA aussi, qui est un autre type de contrat, qui permettent aujourd'hui de transférer son avoir vers un autre assureur si on n'est pas content de la gestion de son premier. Donc en fait, eux, ils militent effectivement pour qu'on puisse étendre ce type de dispositif à l'ensemble des contrats d'assurance vie. Alors, c'est pas la première fois qu'on a ce type de discussion. J'ai peur que, encore une fois, ça n'aboutisse à rien parce qu'il va y avoir un lobbying très très fort de la part des assureurs qui vont pointer du doigt, et notamment les plus importants d'entre eux, les gros mastodontes qui vont dire que ça va les mettre dans une situation assez inconfortable et dans lesquelles ils vont devoir sans doute faire face à de nombreux transferts. Nous, la réponse qu'on leur fait, c'est oui, mais soyez un peu moins gourmand, soyez un peu plus respectueux de vos assurés, et là, vous n'aurez pas de problème de transfert. Voilà. On ne va pas cacher que les assureurs, les gros assureurs, ont souvent un bon moyen de pression sur l'État qui est leurs achats massifs d'OAT. Exactement. Aujourd'hui, malgré tout, si on se dit, OK, il n'y a pas de transfert possible, le Fourgos, ça ne m'intéresse pas, et qu'on se dit, tant pis, j'envoie balader l'antériorité fiscale, je change d'assureur, est-ce qu'il y a des conséquences sensibles ? Alors, il faut regarder d'abord en fonction de vos objectifs. Donc si vous êtes plutôt dans un objectif de valoriser votre capital pour pouvoir, dans quelques années, retirer des revenus, ce qui peut être le cas quand vous partez à la retraite. Là, il faut regarder quel est votre horizon. Si vous comptez faire vos premiers retraits dans 8 ans, vous n'avez aucun problème à résilier votre contrat d'assurance vie et en ouvrir un autre. Parce que vous avez largement le temps de reconstituer l'antériorité fiscale et faire en sorte que dans 8 ans ou dans 10 ans, vous puissiez faire vos fameux retraits dans la fiscalité la plus favorable, qui, on le rappelle, c'est 7,5% sur les intérêts, après application d'un abattement de 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple. Donc c'est-à-dire que vous pouvez retirer jusqu'à 9 200 € sans aucun impôt. Donc ça, c'est la première partie. Si par contre, vous voulez rapidement mettre en jeu ces retraits, là, les calculs sont un peu plus fins à faire parce qu'il n'est pas sûr que finalement le différentiel de rendement que vous aurez, on l'a vu, c'est quand même de l'ordre de 1 point au maximum, vienne compenser la fiscalité qui est beaucoup plus lourde. Si vous faites un retrait avant 4 ans aujourd'hui, c'est 35% sur le montant de vos intérêts ou la taxation à votre taux marginal d'imposition. Et entre 4 et 8 ans, c'est 15%. Et ou la taxation au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc là, il faut faire vos calculs. Il faut que chacun fasse son petit calcul. Il faut, voilà, chacun... C'est pas facile, mais enfin, dites-vous que si votre horizon c'est de 2 ans et que donc vous allez repartir dans un nouveau contrat, vous n'avez peut-être pas forcément intérêt à le faire. On peut avoir le support, vous pensez, du nouvel assureur pour aider un peu dans les démarches ? Oui, vous savez que de toute façon, nous, aux particuliers, on est là pour aider nos lecteurs. Donc on les aidera s'ils ont des questions.
Si on souhaite utiliser cette assurance vie pour transmettre un patrimoine sans impôt, en clair pour la succession, est-ce que là, il faut quand même s'intéresser à changer ou... Et bien là, c'est pareil. Mais par contre, il faut regarder plutôt son âge, plutôt que son horizon de transmission. Il faut avoir moins de 80 ans, c'est ça ou 70. Voilà. Donc il faut regarder, c'est l'âge fatidique, 70 ans. On sait que le changement de règle fiscale joue effectivement à cet âge-là. C'est-à-dire les versements qui ont été faits avant l'âge de 70 ans, lorsqu'ils seront transmis aux bénéficiaires, bénéficieront de la fiscalité la plus favorable, c'est-à-dire un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Et pour les sommes supérieures à ce montant-là, taxation à 20%. Et 25% pour les grosses transmissions, c'est plus de 900 000 €. Par contre, si vous avez plus de 70 ans ou si vous avez fait des versements après 70 ans, la taxation sera un peu plus lourde. C'est-à-dire que les sommes seront réintégrées dans votre succession, donc seront soumises au barème applicable au droit de succession, après application d'un abattement de 30 500 €. Mais cette taxation ne concerne cette fois que les intérêts, pas le capital. Donc là aussi, c'est intéressant. Donc regardez à quel âge vous avez fait vos versements. Si vous avez moins de 70 ans, et que votre objectif c'est de transférer votre épargne, là aucun problème. Souscrivez un nouveau contrat, vous serez gagnant. Si vous avez plus de 70 ans, c'est pareil. De toute façon, vous êtes déjà dans le régime postérieur. Donc là, vous pouvez le transférer. Par contre, si vous avez fait vos versements avant 70 ans et qu'aujourd'hui vous avez plus de 70 ans, vous avez plutôt quand même là intérêt à regarder de près, à faire des simulations et éventuellement même à conserver votre épargne dans le contrat actuel. Bon, on va continuer en tout cas nous d'appuyer cette initiative de ces députés et puis la pétition qui avait été lancée par un de vos confrères, Jean-François Fiat, pour ne pas le nommer, pour encourager les assureurs à autoriser le changement sans perte d'antériorité fiscale. C'est un thème qui nous tient à cœur sur BFM Business et dans Intégral Placement. Merci beaucoup Frédéric. Vous ne bougez pas trop loin parce que dans 20 minutes, on répond ensemble aux questions de nos auditeurs. Ce sera juste après le journal et en attendant quelques idées de fond sur la gestion collective.